Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique noire, je suis là pour dénoncer les mécanismes d'occupation de nos pays et avec toutes les conséquences que nous voyons et notamment ce qui se passe en République démocratisée du Congo ou ce qu'on appelle Congo-Kinshasa. Donc nous sommes là pour d'abord dénoncer parce que malgré les apparences, les, les forces d'occupation ont entrepris ou mis en marche des mécanismes d'occupation de nos pays. Le but est seulement d'exploiter ces pays-là en tenant compte de ces nationalités douteuses. Et c'est le moment même de nourrir ce débat-là. Donc, que j'ai introduit comme thème élection présidentielle et pouvoir suprême. 2 points. L'Afrique noire face aux nationalités douteuses et pourquoi faire. Mesdames, Messieurs, donc, vous savez que au cours de ces 50 dernières années, je parle là de l'Afrique, même 58 dernières années, je parle là de l'Afrique francophone que je connais bien. Hein? Donc on est en zone France-Afrique, que je connais bien. Vous savez que les problématiques de nationalité douteuse aux élections présidentielles et au pouvoir suprême en Afrique ont toujours existé depuis l'indépendance. Et le problème, c'est qu'ils ne cessent d'augmenter de manière exponentielle. Donc, pour nourrir ce débat, je veux d'abord vous prendre les cas qu'on connaît. Par exemple, au Gabon, c'est les Bongo. Entre Bongo père et Bongo fils. Bongo père, Omar Bongo, les Gabonais disaient que non, c'est un Téké, c'est un Congolais de Brazzaville. Il n'est pas Gabonais. Donc ça crée la main. Le monsieur est resté là quand même plus de 30 ans au pouvoir. Et le fils, c'est pareil. On dit que son fils, Ali Bongo, ne serait pas Gabonais. Il serait venu du camp de Biafra. Donc il serait un Nigérien. Mais il est toujours là. Il est encore là. Il est au pouvoir. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, avec l'affaire de l'ivoirité et de Alassane Ouattara, qui ne serait pas ivoirien. Il serait burkinabé. Vous avez par exemple pu voir en République démocratisée du Congo, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. On dit qu'il serait rwandais, de la tribu des Tutsis. Et bon, vous savez aussi ce qui se chauffe actuellement, même dans ce même pays. En République démocratisée du Congo, vous avez vu le cas de Moïse Katumbi, avec ses 3 nationalités. On dit qu'il serait de mère zambiaise et zambienne, comme on dit, zambienne, oui, la Zambie, oui, et de père juif italien, ou les Soragno, hein, les Soragno, hein, les Soriano, la famille des Soriano. Ce sont des Italiens, et par exemple juifs et compagnie. Donc le monsieur a 3 nationalités, donc ça pose problème. Et donc c'est la problématique du jour. En ce moment, ça chauffe en République démocratisée du Congo et sur la nationalité de Moïse Katumbi, qui serait en réalité Moïse Soriano. Oui, donc au lieu de Katumbi, donc ils ont trouvé des... Voilà, donc ça chauffe là. Donc c'est un débat. Et n'oublions pas Kengo Wadondo, l'ancien premier ministre de Mobutu, puis devenu président du Sénat à vie en République démocratisée du Congo. On dit que bon, sa mère serait Tutsi, donc rwandais, et son père origine polonaise. Bon, vous savez que selon les statistiques, on dit qu'au sein de la classe politique congolaise de la RDC, la République démocratisée du Congo, Kinshasa, on dirait qu'il y aurait 30% de faux ou des nationalités, 30% des nationalités douteuses au sein de la classe politique de la RDC.
Oui, on dit qu'ils seraient beaucoup seraient d'origine soit rwandaise, burundaise, tanzanienne, ougandaise et zambienne. On parle même de la République du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez déjà ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, notons au passage que malgré leur nationalité douteuse, oui, parce qu'on parle des problèmes des nationalités douteuses, vous savez que 99% d'entre eux sont d'abord des Noirs, sont africains. Ils parlent parfois même la langue tribale ou la langue nationale, ils seraient quelque part intégrés. Mais pourquoi ça pose problème? On a pu par exemple voir la même situation ici en Occident. Aussi en Occident, s'ils étaient des Blancs, et ils seraient déjà intégrés, ça ne poserait même pas de problème. Vous avez par exemple pu voir le cas de Manuel Valls, qui est venu de l'Espagne et qui est arrivé jusqu'à être Premier ministre en France. On a eu par le passé ce qui s'est passé dans les royaumes ou dans les royautés. Hein, l'Empire austro-hongroise, la Prusse, le royaume d'Espagne, la Grande-Bretagne, et partout, ils s'échangeaient des familles, les cousins, les autres, ils se mariaient. Son cousin, il est de France, il va se marier avec une autre là-bas, il devient président, roi. Donc c'était comme ça l'histoire des royautés. Donc il y a eu des mélanges ici. Au niveau, ça n'a jamais posé de problème. Et bon, oui, ça n'a jamais posé de problème de souveraineté de l'État, de ces États. Oui, on a eu beaucoup d'étrangers qui ont dirigé aussi la France, qui ont dirigé la Prusse, qui ont dirigé l'Angleterre, qui ont dirigé partout. C'est passé comme ça. Mais la plupart de ces individus étaient même plus concurrents que les nationaux eux-mêmes. Parfois, ils arrivaient à diriger un pays et ils arrivaient à développer ce pays et conquérir d'autres territoires. Oui, ils gouvernaient bien ce pays parce qu'ils respectaient les fondamentaux d'un État. Hein? L'État et son autorité et tout ça. Et c'est lui qui ont construit ça. Mais pourquoi chez nous ça pose problème? Vous voyez, ces individus n'ont jamais occupé laisser leur pays occupé par une puissance étrangère ou autre. Non, jamais. Bien au contraire, mesdames, messieurs. Parce qu'ils respectaient leur déjà nationalité d'adoption. Mesdames, messieurs, alors pourquoi la problématique des nationalités douteuses pose-t-il des problèmes en Afrique noire? La première problématique, oui, parce que c'est une problématique sensible. Parce que pour nous, elle est intégrée, la problématique des doubles nationalités en Afrique noire est intégrée comme des mécanismes d'occupation de ces pays. Ça fait partie de ces mécanismes d'occupation de ces pays, soit par une tribu voisine d'un pays étranger ou par une puissance étrangère et compagnie. Donc quand on parle de double nationalité en Afrique, ça devient un sujet sensible. Parce qu'on a peur d'être occupé. On a peur que le pays disparaisse. Donc c'est ça. Et cette peur-là est parfois bien fondée. Pourquoi? Parce qu'il faut d'ailleurs voir déjà que c'était d'abord ce problème, oui. Par exemple, le cas d'Hippolyte Kanambe. Oui, le problème d'occupation, oui. La République démocratisée du Congo a été occupée par le Rwanda. Un tout petit pays qui ne représente que 1% du territoire de la République démocratisée du Congo, mais qui a été occupé par le petit Rwanda, qui fait sa petite loi. Et pourquoi? Parce que Hippolyte Kanambe, d'abord, c'était un Rwandais d'origine de tribu Tutsi. Donc, il a privilégié les Tutsis au Congo à démocratiser et laissant la République démocratisée du Congo aux mains des Rwandais et des Tutsis. Avec des tribus d'appoint comme les Katangais qui l'ont couvert, parce qu'il faut trouver une tribu d'appoint au niveau national et pour que vous contrôlez ce pays. Donc, pendant 17 ans, Kabila a dominé la République démocratisée du Congo et avec en intelligence avec le Rwanda. Et oui, il s'agit bien sûr d'une occupation. Le pays complètement presque détruit. Et vous voyez comment on parle de 12 millions morts. Ils sont venus massacrer les gens. Donc il y a eu cette intelligence entre le Rwanda,
l'Ouganda et autres sur ça. Donc, sur ce cas, on ne peut pas le contester. C'est qu'au niveau de la électorat ou même de la population congolaise, de la République démocratisée du Congo, mais les Tutsis deviennent le problème de la survie de ce pays. Et donc, par conséquent, ils cherchent par tous les moyens pour mettre Kabila hors d'état de nuit et éventuellement chasser ces Tutsis qui ont pris le contrôle politique, économique et autres de ce pays. Donc, vous allez voir des histoires là après. Donc, ça, c'est vraiment la problématique sensible d'une occupation d'un pays par un individu venu d'un pays voisin et qui a pris le contrôle de ce pays, alors qu'en Europe, il serait là pour développer. Mais non, nous, ce n'est pas ça. Mesdames et messieurs, oui, le cas d'Emmanuel Valls n'est pas venu détruire la France, il a plutôt avancé. Et pour lui, Kagame prend le contrôle de la République démocratisée du Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit complètement. Il ne veut même pas organiser les élections. Il fait que des prolongations. Un mauvais perdant. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Oui, le sujet est sensible sur les problèmes des nationalités douteuses. Mais pourquoi? Parce que dans les mécanismes d'occupation et d'exploitation de ces peuples, de ces pays, parce que la plupart de ces problèmes se posent dans les pays où il y a beaucoup de ressources naturelles. Il y a beaucoup de ressources naturelles. Donc, c'est des pays stratégiques au niveau des ressources naturelles. Donc, les forces d'occupation qui sont regroupées au sein des multinationales, des marchands d'armes et de munitions, et des pays émergents et tout compagnie, cherchent à contrôler ces pays. Donc, en installant des individus au pouvoir suprême qui ont des nationalités douteuses. Et pourquoi? Parce que c'est une manière pour eux de les contrôler facilement. On peut facilement les contrôler. Et il faut savoir aussi que ces personnes, ces individus qui ont des nationalités douteuses, ils sont moins nationalistes parce que ce n'est pas leur pays, ils ne s'attachent pas. C'est un produit qui peut être placé là simplement pour exploiter ce pays. On lui donne le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous allez jouir des privilèges du pouvoir et vous allez vous enrichir et nous laisser foutre nous la paix, accepter ce qu'on vous donne comme des ordres, on vous ordonne de faire ça, 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 vous faites ça. Donc il n'y a pas d'attache. Donc généralement, ces gens qui n'ont pas d'attache, ils ne sont pas nationalistes, ils sont facilement manipulables. Oui, et n'oublions pas que ce sont comme des caméléons. Donc, et voilà, vous avez compris. Donc sur ce plan, donc, on parle de la première problématique sensible. L'occupation, ça fait partie des mécanismes d'occupation. Deuxième problématique sensible, c'est qu'il est facile de contrôler et facilement, oui, il est facilement contrôlable. Donc ils sont moins nationalistes, ils ne s'attachent pas à une terre, à une tribu, autre. Vous imaginez. Bon, la troisième problématique, c'est que la plupart de ces nationalités douteuses, qui majoritairement sont africains, il faut le dire, il faut les souligner. Ils n'ont jamais vu des blancs, non, c'est encore africain. Bon, vous savez que le problème de l'Afrique, c'est qu'il n'a pas encore franchi les barrières de l'histoire humaine ou même de la civilisation. Parmi ces barrières, il y a d'abord la barrière de la tribu. Donc il est en crise de civilisation. Quand ils arrivent là-bas dans un pays occupé où on lui place le cas de Kabila, qu'est-ce qu'il a pour tendance à ramener des individus de sa tribu d'origine, c'est-à-dire les Tutsis sont venus occuper le Congo. Donc on est en crise de civilisation. Alors que la même personne qui, par exemple, le cas de Manuel Valls, qui était Premier ministre de la France, n'a pas vu le cabinet ministériel, tout le pouvoir le gouvernement, il y avait que des Catalans. Parce que Manuel Valls est d'abord espagnol, origine de la tribu de la région des Catalans. C'est un Catalan. On n'a pas vu le pouvoir des Catalans pendant que Valls était Premier ministre, où on peut voir même d'autres individus, que je ne vais pas vous citer, qui ont gouverné ces pays, qui venaient d'autres pays d'Afrique, d'Europe. Mesdames, Messieurs. Donc, nous n'avons pas encore franchi la barrière de la tribu. Donc, par conséquent, ces nationalités douteuses ont tendance à venir occuper ce pays en apportant, en amenant avec leur tribu. Et ça range les forces, les mécanismes, les puissances ou les trucs qui ont mis là. C'est l'art de diviser pour régner. Donc il a besoin d'être rassuré. Donc il amène sa tribu. Donc pourquoi? Parce que nous n'avions pas encore franchi la barrière de la tribu.
les barrières de la raison, les barrières de la liberté, de la dignité, les barrières de justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Cela dit que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'est l'intérêt général. Je suis en Afrique, même si je suis des nationalités étrangères, ou on m'a placé là de double nationalité ou autre, mais quelque part, je viens là quand même pour protéger ce pays comme cela a toujours existé ailleurs en Occident. Ou avancer ce pays, mais non, bien au contraire, pour eux, c'est pour détruire, détruire, détruire. Donc, par conséquent, ils deviennent comme des parasites qui sont là pour détruire. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, vous venez de comprendre que nous ne sommes qu'au début de la problématique. Et pourquoi? Parce que nous allons assister de plus en plus à la faiblesse des États africains, surtout dans la zone France-Afrique. Oui, l'État affaibli. Par exemple, le Congo, au Congo-Brazzaville, l'État et son autorité, Sassou Nguesso a complètement affaibli l'État congolais. Et par conséquent, l'État est fragile, donc c'est facile, comme au Congo, on parle de plus de 100 000 étrangers qui ont pris même les noms des Congolais et qui sont devenus Congolais. Et bien, comme ils sont de la population, ils parlent maintenant lingala, et quand même s'ils apprennent, mais ces individus demain, ils pourront se retrouver président du Congo. Donc il y a des gens qui ont acheté la nationalité congolaise, qui ont acheté des passeports, même diplomatiques. Vous imaginez? Il y a des gens qui circulent ici dans le monde avec des passeports diplomatiques congolais, comme si c'était des diplomates. Simplement, ils ont donné peut-être, on parle de 15 à des 30 ou 50 ou 100 000 $ pour avoir ce passeport diplomatique. Vous voyez, donc on se retrouve avec ces noms. Donc quand on est de nationalité de souche comme moi, il y a de quoi on devient fou. Donc l'État affaibli, donc nous allons assister de plus en plus à la montée en puissance de ces de ces nationalités douteuses. Et donc le risque par rapport aux arguments précités qui concernent la crise de civilisation ou les barrières de l'histoire humaine ou de la civilisation. Donc nous allons arriver dans les situations que nous avions déjà des cas d'école d'Hippolyte Kanambé. Donc il y en aura beaucoup qui vont arriver là. Donc nous verrons aussi l'arrivée au pouvoir des individus, oui, bien sûr, qui auront des nationalités douteuses, bien sûr. Mais ces individus seront la plupart du temps sponsorisés, soit par des puissances économiques qui veulent couvrir leurs intérêts, placer les gens contrôlables, hein, leurs pions, donc ils vont utiliser ces nationalités douteuses. Bon, il y a aussi les multinationales, bien sûr, n'oublions pas les marchands d'armes et des munitions. Mesdames et messieurs, donc, nous avions des problèmes à régler pour cette Afrique qui ne va sans cesse, qui ne va pas être plus souveraine parce qu'on va placer des individus sponsorisés qui ont des nationalités douteuses. Ils seront là pour fragiliser ces États et pour qu'on puisse exploiter ces États-là. Ce qu'il fallait démontrer que l'ennemi du noir, c'est d'abord le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Pourquoi cette mentalité noire, même si vous êtes venu d'ailleurs, pourquoi vous savez que vous êtes dans votre continent? Pourquoi vous ne cherchez pas à mettre tout votre cœur à respecter les règles, comme institution, constitution, à mettre tout en place pour que cette Afrique avance à cet endroit-là? Moi, personnellement, si l'Africain avait déjà franchi ces barrières, je peux me retrouver comme président au Bénin, même au Côte d'Ivoire, même en République démocratique du Congo, même au Gabon, même au Cameroun, puisque moi j'ai la volonté de développer ce pays comme je veux que l'Afrique avance. Mais on n'a pas ça. Il y a des gens comme ça. Bon, mais là, il n'y a pas. Donc, ces gens sont sponsorisés. Ils vont être sponsorisés. Ils vont arriver avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de marketing. La population déjà affamée, affaiblie, divisée et compagnie. Ils vont dire, ah oui, voilà non, attends, ben, écoutez. Et après, bon, ben, le produit est vendu, donc on le met en place. Et ils commencent à diriger ce pays. Et le pays est maintenant sous occupation. Sous l'occupation. Et c'est comme ça, mesdames, messieurs, peuple congolais. La problématique de la double nationalité, la problématique des nationalités douteuses,
soulève bien des questionnements. D'abord, qu'est-ce que l'État et son autorité? Les problèmes des nationalités, des doubles nationalités, les problèmes d'éducation. N'oublions pas les problèmes aussi des puissances économiques et de tout ce qui est ces mécanismes. Bon, en réalité, moi, si je devais résumer ça, donc nous devons repenser d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est l'État et son autorité, et mettre les mécanismes d'éducation et sur les problématiques de liberté, de dignité, de courage, de justice, de l'État et de son autorité, bien sûr, que la loi est là et là. Donc, on pourra même aller plus loin. Pour nous, le Congo, oui, je l'ai pensé, j'ai l'idée, sur les problématiques de l'État et son autorité, de ses doubles nationalités, de sa représentation au niveau du pouvoir suprême, élection présidentielle et compagnie. On a l'idée. Moi, je ne peux pas vous livrer ça sur un plateau d'argent. Donc, moi, je sais pour mon pays, ça sont question dégage, nous allons mettre ce mécanisme. Parce que là, le cas de la République démocratisée du Congo et tout ce qui va arriver partout dans tout le continent, mais ça va être désastreux parce que ces puissances vont placer des gens et qui vont être là seulement pour travailler pour les comptes de ces gens-là. Ils ne travaillent pas pour vous. Ils sont ceux qu'on leur donne pouvoir, privilèges et autres. Ils ne viennent pas pour vous. Donc, ils viennent pour occuper parce que tout, c'est un cahier de charge, c'est une trame, il doit appliquer. Hein? C'est comme on met des points, tu dois appliquer, c'est tout. Donc, il n'est plus rien. Et lui aussi, il a la trousse parce qu'il n'est pas de la nationalité, il a peur d'être... oui, si tu travailles pas bien avec nous, on peut te dénoncer que tu n'es pas voilà. Donc, lui, il a peur. Donc, quelque part, bon, donc c'est tout dans cette situation. Heureusement pour Pauline Kanambé et Alias Kabila, ça a été dénoncé avec des photos. On a vu plusieurs photos. Depuis l'enfance et autres, on a migré sur les médias. J'ai découvert cette histoire-là depuis 2011. On a montré des photos de Kabila au Rwanda et au Ouganda ou des choses comme ça. Au Tanzanie, il a passé l'enfance et compagnie. Bon, donc, vous voyez l'occupation et les conséquences là. Donc, le cas de la République démocratisée du Congo devient un cas d'école pour les problématiques de nationalité douteuse et surtout quand nous sommes au face des enjeux majeurs qui sont des présidentielles et surtout du pouvoir suprême. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que cette vidéo vous a apporté quelques éléments. Mais en ce qui concerne les solutions, je vous laisserai dans les cas où ça sont questions de gaz. Nous pourrons commencer à repenser ça à l'échelle du Congo Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et merci beaucoup et portez-vous bien et commencez à réfléchir pour la souveraineté de votre pays. Parce qu'on n'a qu'un seul pays en ce moment aujourd'hui. Donc il faut défendre votre terre. Merci beaucoup.